Ce n'est pas la première fois que je vais en Asie du Sud-Est, mais à chaque fois que j'y retourne, j'ai toujours autant de plaisir à retrouver là-bas une ambiance, une douceur de vivre, des modes de vie aussi, marqués par des références fortes à la tradition et au bouddhisme. Je pars donc en solo, en sac à dos, et curieusement, ça ravive chez moi de très vieux souvenirs. J'avais 20 ans, on était dans les années 70, c'était l'été, j'allais faire les chemins de Katmandou. Je me souviens de cette fabuleuse sensation de liberté en traversant la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, et cette vue époustouflante sur la chaîne himalayenne au Népal. Aujourd'hui, je me baladerai dans des pays tout aussi fascinants comme la Thaïlande, le Laos, le Vietnam et le Cambodge. Le point de départ du périple, c'est Bangkok, une ville de plus de 9 millions d'habitants, avec ses nombreux temples aux murs finement ciselés, ses buildings, ses énormes embouteillages, ses rues pleines de monde et ses quartiers animés comme Khao San Road, le quartier mythique de Bangkok, principal lieu de rendez-vous des routards et de la Beat Generation dans les années 70. Dans cette ville embouteillée, le moyen le plus rapide et le plus pratique de se déplacer, c'est le bateau-bus. C'est la principale artère de la ville, le Chao Phraya, un fleuve qui traverse tout Bangkok avant de se jeter dans le golfe de Thaïlande au bout de 372 km. Des milliers de passagers et de touristes l'empruntent chaque jour. J'ai hâte de quitter la capitale thaïlandaise et de débuter mon circuit. 4500 km m'attendent. Je suis à 80 km au nord de Bangkok, à Ayutthaya. C'est le royaume de Siam, l'ancien royaume de Siam, qui a été fondé en 1350. C'est là que se trouvait la capitale du royaume, une des plus grandes cités du monde à l'époque, avec près d'1 million d'habitants. La ville a été complètement détruite en 1767 par l'armée birmane. Il a donc fallu trouver un autre endroit pour reconstruire une capitale. Le lieu, c'est où se trouve aujourd'hui Bangkok. Je vais donc passer une journée à visiter le site avant de poursuivre ma route sur Chiang Mai. Chiang Mai, tout au nord de la Thaïlande. Le contraste avec la capitale est saisissant. Ici, c'est plus calme, plus serein. À l'ombre des remparts de la ville, à Tapei Gate, j'assiste à un spectacle de danse et de musique sous la houlette bienveillante de cette chef de chœur. La ville voisine de Chiang Rai, ce soir, sur la place du marché de nuit, un autre spectacle m'attend. Avec ce vieux bus rafistolé, je vais à Chiang Khong, là où s'écoule majestueusement ce grand fleuve mythique qu'est le Mékong. C'est un des plus grands fleuves d'Asie. Il s'étire à travers 6 pays, sur près de 4500 km, dont plus de 2000 en Chine. Source de nourriture et de revenus, il fut longtemps considéré comme le joyau d'une biodiversité et d'un écosystème en bonne santé. Aujourd'hui, son évolution inquiète. Le niveau de pollution accru, la déforestation, la surpêche et la construction intensive de barrages largement initiés par la Chine risquent d'avoir de graves conséquences sur le devenir des populations. Le Laos est maintenant tout proche, juste en face. Un pont à traverser, une frontière à franchir, et je prendrai une de ces barques pour rejoindre Phak Ben. Voilà, je suis arrivé à Phak Ben. Phak Ben, c'est un petit village qui est au bord du Mékong. J'y suis arrivé hier avec un bateau, donc une journée sur le Mékong. J'ai quitté Wuxi hier et je suis resté une journée. D'habitude, les gens continuent à longer le Mékong, à naviguer sur le Mékong jusqu'à Luang Prabang. Je l'avais fait l'année dernière. Cette année, je me suis dit que j'allais rester une journée, que j'allais visiter les environs. Demain, je poursuis vers le nord-est du Laos en direction de la Chine et du Vietnam. Je devrais être au Vietnam dans 2 ou 3 jours. Đang
dans un coin paumé du Laos, à Udok Khmer, on n'est pas très loin du Vietnam. Je dois être le seul touriste et je suis venu dans cette espèce de petit bar là pour prendre mon petit déjeuner avec des nouilles, de la viande, des herbes. C'est pas mauvais, ça se mange, c'est ce qu'on prend le matin au petit déjeuner. Voilà, eh bien, écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne journée. Ici, il est 9h du matin, en France il doit être 3h du matin. Dien Bien Phu résonne encore aujourd'hui chez beaucoup de Français comme le lieu d'une terrible bataille qui, dans les années 50, opposa l'armée française au Viet Minh. Ce fut un désastre. Par ambition, par fierté, des responsables politiques et militaires ont envoyé des milliers de jeunes à la mort. De nombreuses traces encore visibles de cette guerre sanglante et féroce donnent au lieu une charge particulièrement émouvante. De cette plaine, creusée par les obus de mortier, là où il n'y avait qu'un hameau, une petite ville animée, agréable, est sortie de terre en l'espace de quelques années. Et voilà, je suis arrivé à Sapa, que vous voyez là au fond, dans la vallée. Sapa vaut le détour. Mais par-delà la beauté du site, au-delà de la gentillesse des Hmong et des Yao, le tourisme de masse fait des ravages. La ville est devenue un vaste chantier à ciel ouvert. Pour 60 000 habitants, 1 million de touristes visitent annuellement la ville, et 5 millions sont attendus dans les 10 années qui viennent. Dans cette perspective, plusieurs minorités ont dû se résigner à céder leurs terres à des investisseurs immobiliers. Ils sont devenus vendeurs de souvenirs, guides, maçons, employés de service. Confrontés à une redéfinition souvent brutale de leur identité, leur vie s'est souvent dégradée. Au milieu du delta se trouve Sadek, une charmante petite ville où Marguerite Duras vécut dans les années 30 avec son frère et sa mère qui étaient directrices de l'école. C'est dans cette maison qu'habitait le riche amant chinois avec lequel elle eut une histoire d'amour. Elle en a tiré un roman, L'Amant, pour lequel elle obtiendra le prix Goncourt en 1984. Je suis dans la dernière partie de mon voyage. Il me reste encore à traverser le Cambodge. Je passerai d'abord à Kampot, au sud, ensuite à Phnom Penh, la capitale, et enfin je visiterai le site d'Angkor avant de regagner la Thaïlande. Le Cambodge est un endroit magnifique. Quand on traverse la campagne et que l'on s'attarde dans les villages, on ressent au plus profond de l'âme la douceur de vivre d'un pays particulièrement accueillant. Et derrière ces belles réalités se cachent pourtant de lourds secrets. À ce propos, je voudrais m'arrêter ici un instant sur un épisode particulièrement tragique de l'histoire du Cambodge. Je pense au génocide perpétré sous le règne de Pol Pot par les Khmers rouges entre 1975 et 1979. Pendant 4 ans, le pays va vivre un véritable cauchemar dont il n'est pas encore totalement remis aujourd'hui. 1/4 de la population cambodgienne va disparaître, soit près de 2 millions d'habitants, pendant que des milliers d'autres seront torturés ou mourront de famine, de maladie. Toutes les familles cambodgiennes seront touchées. 40 ans après, la société khmer porte encore les stigmates de ce drame national, où des Khmers, au nom d'une idéologie complètement folle, vont massacrer et torturer d'autres Khmers. Aujourd'hui, dans le contexte de réconciliation nationale, initié par la communauté internationale et le gouvernement cambodgien, les victimes enfermées dans leur silence sont obligées de vivre avec leurs secrets et de cohabiter avec les bourreaux d'hier. Et ce n'est pas rare qu'une ancienne victime
croise dans son village un voisin qui hier massacrait ou torturait sa famille. Les gens des deux bords s'épient, s'évitent. Et les enquêtes qui ont été faites montrent que le sentiment de haine, de colère, voire de vengeance, n'a pas disparu. Et il est d'autant plus exacerbé que les bourreaux, à l'exception de quelques dirigeants, n'ont pas été jugés. L'absence d'une expression publique du remords, en tout cas d'une obligation de rendre compte de ses implications dans les crimes passés, renforce au sein de la population le sentiment d'impunité, ce qui ne permet évidemment pas d'apaiser la souffrance des victimes. Dans une actualité encore hantée par ce passé douloureux, les Cambodgiens tentent pourtant de tourner la page. Il faudra cependant du temps, beaucoup de temps sans doute, pour retrouver le chemin de l'apaisement. Ce chemin est fragile, parsemé d'embûches. La pauvreté, la corruption, l'autoritarisme du pouvoir en place, une société au fond peu inclusive, sont autant d'entraves à la construction d'une société khmère réconciliée. Pas sûr que dans les années qui viennent, les valeurs d'entraide issues de la culture khmère, les valeurs issues du bouddhisme, le karma, suffisent à elles seules à créer les conditions de l'unité. Kampot, c'est une super belle ville, tranquille, calme, une petite ville de 80 000 habitants. Il fait vraiment bon vivre, c'est une ancienne ville coloniale, on sent bien l'influence coloniale à travers les maisons qui sont dans cette ville. La guest house dans laquelle je suis, elle est d'influence coloniale, c'est une superbe belle maison, une belle demeure. Ce soir, je serai à Phnom Penh. Là, dans quelques instants, je vais prendre le bus et je vais quitter un peu à regret Kampot. Mais bon, je vous retrouve à Phnom Penh. Quand on arrive sur le site d'Angkor, en pleine jungle, on est complètement pris dans une ambiance étrange, mystérieuse, comme envoûté par toutes ces ruines, en tout cas fasciné par la splendeur passée d'une civilisation aujourd'hui disparue. Juste à côté de ces ruines, il y a une école peinte en bleu, au bord du Tonle Sap, un des plus grands lacs du sud-est asiatique. Le maître vient tout juste de s'absenter. J'avais assisté à une superbe bataille de farine, en pleine salle de classe, entre deux leçons. Un vrai bonheur. La boucle est bouclée. Après un périple de 4500 km, je décide de passer mes derniers jours à Kanchanaburi, à 3 heures de train au nord-ouest de Bangkok, l'occasion de traverser le célèbre pont de la rivière Quay et d'aller me baigner dans les cascades d'Eravan au milieu de la jungle. De retour à Bangkok, avant de retourner chez moi, je suis monté sur un rooftop. En contemplant la ville, je me suis demandé ce qui m'attirait à ce point dans les pays traversés. Plein de choses évidemment. Le sourire des enfants, l'énergie de la jeunesse, la gentillesse des gens rencontrés. J'ai aussi aimé la beauté des paysages. Angkor, Ayutthaya, berceau des civilisations Khmer et Siam, m'ont fortement impressionné. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ce voyage, c'est la capacité de résilience des populations. Malgré les traumatismes subis et la misère endémique, leur façon toujours recommencer d'aller de l'avant, coûte que coûte, est tout simplement remarquable.